Salut à toi, moi c'est Marc et bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle de tout ce qui touche de près ou de loin à l'investissement ou aux finances personnelles. Aujourd'hui, en particulier, on va parler de la blockchain et des crypto-monnaies. Parce qu'encore aujourd'hui, en 2022, je me rends compte que beaucoup trop souvent, quand je parle de la blockchain autour de moi, les gens disent tout de suite que c'est dangereux. Le Bitcoin, c'est dangereux, il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent avec. On fait l'amalgame entre FTX et la crypto-monnaie du manière générale, et encore pire avec la blockchain. Après, quand on me dit que dans tous les cas, le Bitcoin, c'est utilisé que par des criminels à des fins de blanchiment d'argent, et en plus de ça sur le darknet, enfin bon, voilà. Vous connaissez un petit peu tous les préjugés, vous connaissez un petit peu tous ces mythes urbains qui entourent le Bitcoin et la blockchain. Donc aujourd'hui, on est là pour faire le point ensemble, pour prendre beaucoup de recul par rapport à la technologie qu'il y a derrière. Le Bitcoin, c'est du prix, c'est une évidence, mais c'est loin d'être que ça. Et justement, aujourd'hui, on va voir quels sont tous les enjeux sociétaux qui sont taclés par cette technologie même de la blockchain. Tu l'auras compris du coup, aujourd'hui, on va faire beaucoup de vulgarisation. On va attaquer à un sujet qui est relativement complexe comme la technologie qu'il y a derrière la crypto-monnaie, à savoir la blockchain. Donc il y a quelques notions qui sont un petit peu complexes, mais on va vraiment les simplifier pour que toi-même, déjà tu les comprennes en détail, mais aussi pour que tu puisses de ton côté aller expliquer assez facilement à Tati Janine comment fonctionne la blockchain au prochain repas de famille. Alors attention, on va prendre quelques gros raccourcis quand on expliquera le fonctionnement même de la blockchain, mais au moins ça permettra de comprendre les bases. Avant de rentrer dans la blockchain, on va déjà se poser la question pourquoi est-ce que tous les avis, d'ailleurs ceux que j'ai cités en début de vidéo, à savoir le Bitcoin c'est dangereux, pourquoi est-ce qu'il y a énormément de gens qui ont ces avis-là? À mon avis, il y a deux raisons principales à cela. Déjà, il faut bien se dire que les personnes qui sont un petit peu novices dans le domaine ou qui sont débutants, généralement, ils ont tous la même source d'information primaire, à savoir les médias grand public. Quand je parle de médias grand public, je parle de chaînes télévisées ou de radio par exemple. De manière assez générale, quand on regarde aujourd'hui les médias grand public, que ce soit la télé ou la radio, quand on présente des gros titres, souvent les gros titres ont quand même une connotation qui est relativement négative. Les mots qui sont choisis de manière à faire un petit peu peur quand même. On parle souvent de danger, on parle souvent de risque, on parle souvent de crise. Voilà, vous voyez où je veux en venir. Les médias qui présentent quelque chose le présentent généralement d'un aspect assez négatif parce que malheureusement, la psychologie humaine fait que ce sont ces titres-là qui attirent notre attention. Et là, je vous parle de ça, c'est vraiment un constat général. Ça ne concerne pas que la blockchain, ça ne concerne pas que les crypto-monnaies, mais ça concerne tous les gros titres. Et donc, par définition, les sujets de la blockchain sont traités de la même manière, mais encore une fois, vraiment pour attirer l'attention du grand public. Et pour moi, il y a encore une deuxième raison à cela. On verra ça plus en détail dans la suite de ces vidéos, mais globalement, la blockchain, la technologie même de la blockchain a le pouvoir de révolutionner pas mal de choses. Aujourd'hui, je parle des systèmes bancaires qui peuvent être rendus obsolètes, du système politique qui peut être bouleversé fondamentalement, et j'en passe. Donc aujourd'hui, on comprend assez facilement qu'il y a beaucoup de personnes qui s'expriment sur les médias grand public qui pourraient, en théorie, être énormément impactées dans leur quotidien par rapport à l'émergence de cette nouvelle technologie. Autrement dit, pour dire ça assez simplement, des personnes aujourd'hui très bien placées dans le système, mettons, financier assez classique, pourraient voir leur position, leur job, leur influence rendue obsolète par une technologie de la blockchain. Évidemment, ils ne vont pas toujours s'exprimer en faveur ou alors encore positivement face à cette technologie. Bref, tout ça pour dire qu'on comprend assez facilement pourquoi les personnes qui sont peu initiées au domaine de la blockchain ont un avis plutôt négatif de la chose. Et justement, aujourd'hui, on est là pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on prenne vraiment du recul par rapport à la blockchain. Donc la blockchain, c'est le Bitcoin, mais pas que. C'est de vraiment comprendre les fondamentaux et de comprendre justement pourquoi cette blockchain a le potentiel de révolutionner pas mal de choses qui existent dans notre monde depuis peut-être un peu trop longtemps déjà. On va voir quel est le fonctionnement de la blockchain, d'où elle vient et qu'est-ce que potentiellement elle pourrait faire pour nous, pour la société entière, dans le futur. Donc là, pour vraiment partir de zéro, fondamentalement, une blockchain n'est rien d'autre qu'une base de données qui est décentralisée. Alors attention, ça fait déjà quelques mots assez barbares, à savoir la blockchain, la décentralisation. Donc avant de comprendre réellement ce qu'est une blockchain, une base de données
décentralisée. On va déjà voir ensemble ce qu'est une base de données tout court et on va expliquer ensemble quelle est la notion de centralisation dans cet aspect-là. Concrètement, une base de données, ça peut ressembler à quoi? Dans sa forme la plus simple, prends ton téléphone portable et regarde ton journal d'appel. Dans ton journal d'appel, qu'est-ce que tu vois? Tu vois plusieurs informations, à savoir que déjà, est-ce que c'était un appel qui était entrant ou sortant? Vers qui est-ce que l'appel a été passé? Et quand est-ce que l'appel a été passé? Donc fondamentalement, tu vois que c'est quelques données qui sont relativement simples, des données de transaction, des données d'interaction d'une personne vers une autre, et toutes ces informations-là, elles sont rentrées et rangées dans une base de données qui n'est rien d'autre qu'un tableau. Maintenant, on va reprendre ce même concept. On va juste construire là-dessus, un tout petit peu le complexifier. Maintenant, on va prendre ton relevé de compte. Donc, sur ton relevé de compte, tu vois aussi que c'est rien d'autre qu'une transaction d'une personne à une autre. Ça peut être par exemple de toi vers ton boulanger ce matin quand tu as acheté une baguette. Ça peut aussi être une transaction de ton employeur sur ton compte où il te fait le virement de ton salaire. Donc là aussi, il y a une question de direction de la transaction. Est-ce que ça va de ton compte vers quelque part ou d'un autre compte sur le tien? Ensuite, il y a la même chose, il y a le qui. Ça va de chez toi vers le boulanger ou de ton employeur chez toi. Ensuite, il y a aussi la date, évidemment. Sauf que maintenant, on va rajouter une notion qui est le montant. Tu as payé ta baguette 1 euro, et ben dans ton relevé de compte, tu vas voir que tu as payé 1 euro et c'est rangé dans cette base de données. Donc on voit que c'est exactement le même principe, c'est juste un petit peu plus complexe dans le sens où là, ce que tu vois toi, c'est uniquement l'information qui concerne ton compte. Maintenant, si tu raisonnes par rapport à ta banque, la banque qui a des dizaines, des milliers, voire des millions de clients, et ben, tu comprends que la base de données, elle est un peu plus conséquente et elle est certainement un peu plus lourde à gérer aussi. Donc là, c'est vraiment des gros data centers qui sont logés quelque part en France ou à l'international, peu importe, mais c'est des gros serveurs qui sont là pour gérer l'ensemble de ces données et de ces transactions. Au final, c'est déjà tout. Une base de données, on vient de voir ce que c'est relativement simple. Et maintenant, on va comprendre ensemble quelle est la notion de la centralisation qu'on a vue en introduction à cette vidéo. Pour expliquer ce qu'est la centralisation, on va rester avec l'exemple de la banque. À l'instant, on parlait d'un relevé de compte. Ça paraît logique, mais pour avoir un relevé de compte, il te faut déjà avoir un compte tout court. Et maintenant, prenons un peu de recul par rapport au process pour obtenir un compte. Pour ouvrir un compte, tu vas voir ta banque, ça paraît logique. Tu leur demandes de créer un compte. Donc, ce que tu fais, tu viens avec un dossier et tu leur demandes de bien vouloir ouvrir un compte à ton nom. Ce compte te permettra de recevoir ton salaire, ce compte te permettra de faire des paiements avec. Bref, tu l'auras compris, c'est toi qui demandes à la banque de t'ouvrir un compte. Mais au final, c'est la banque qui a le plein pouvoir de dire oui ou non, j'accepte ton dossier ou je ne l'accepte pas. Quelle que soit la raison d'ailleurs. Mais la banque, si elle veut trouver une raison ou si elle a trouvé une raison de te refuser de te créer un compte, eh ben c'est elle qui a le dernier mot. La centralisation, expliquée en quelques mots très simples, ce n'est rien d'autre que quand il y a un pouvoir de décision qui est déséquilibré entre un petit groupe de personnes et un grand groupe de personnes. Quand on parle de centralisation, on parle souvent de centralisation du pouvoir décisionnel. Ça veut dire qu'il y a un petit groupe de personnes qui peut décider pour un grand groupe de personnes. Maintenant, si je ramène ça à l'exemple de la banque et de la création du compte à l'instant, il y a des dizaines, des milliers, voire des millions de personnes qui viennent pour demander la création d'un compte. Mais au final, c'est peut-être toujours les mêmes personnes qui peuvent décider si oui ou non il y a ouverture de compte ou pas. Et attention, la question n'est pas de savoir est-ce que oui ou non, au final, ils vont ouvrir un compte ou pas. La question, c'est de savoir est-ce que oui ou non, ils peuvent décider de ne pas t'ouvrir un compte ou ils peuvent décider de t'ouvrir un compte. Peu importe de ta volonté à toi. Mais par contre, maintenant prends du recul. Comment tu fais quand tu n'as pas réussi à avoir de compte parce qu'il y a une instance avec le pouvoir de décision qui est centralisée, qui a décidé de ne pas t'ouvrir de compte? Alors je ne dis pas que c'est impossible de recevoir un salaire sans avoir de compte en banque, c'est pas ça le débat. Mais par contre, aujourd'hui en France, c'est quand même très compliqué. Ce que je veux mettre en avant ici, c'est que tu as un groupuscule de personnes ou un groupuscule d'entreprises ou un groupuscule de banques, en l'occurrence ici, qui ne sont rien d'autre que des entreprises, qui ont le pouvoir décisionnel sur la création ou pas d'un compte et indirectement sur l'accès ou pas à un système financier qui est aujourd'hui en place. Donc c'est la banque qui est gardienne
du fait que oui ou non tu as accès au système bancaire, au système financier ou pas. Allez, maintenant on va un peu plus loin dans la démarche. Tu as maintenant, admettons, réussi à créer un compte, ou en tout cas c'est la banque qui a accepté de bien vouloir te créer un compte. Donc du coup, tu peux bien recevoir ton salaire à la fin du mois sur ton compte. C'est super. Mais par contre, déjà là, est-ce qu'il n'y a pas un abus de langage? On dit que c'est toi qui reçois ton salaire. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Non. C'est ton employeur qui fait un virement du compte de la société sur ton compte, mais au final, l'argent, il est bien localisé chez la banque. Il n'est pas chez toi, il n'est pas chez toi à la maison. Ce que tu vois, toi, c'est sur ton application de la banque un joli chiffre du salaire qui est tombé, mais au final, réellement, l'argent, il n'est pas chez toi, il est chez la banque. Donc, quand on voit le pouvoir que la banque, elle a sur la gestion de ton porte-monnaie, eh ben déjà, il y a aussi cette notion de confiance qui s'instaure. Aujourd'hui, on ne connaît malheureusement rien d'autre. On a vécu avec ça depuis des dizaines d'années, voire des centaines d'années. Le système bancaire n'a fondamentalement que très très peu changé. Donc depuis qu'on est gosse, depuis qu'on est tout petit, on a appris, on connaît ça, le système bancaire, c'est là où tu mets ton argent. Fondamentalement, tu fais confiance à la banque qu'elle gère ton argent correctement et qu'elle ne fasse pas n'importe quoi avec. Autrement dit, il y a quelques centaines, voire milliers de banques qui recensent, qui récupèrent, qui reçoivent tous les mois le salaire de milliers, 10 000, 100 000, millions de salariés. Est-ce que là déjà tu vois un petit peu le rapport de puissance? Je le disais à l'instant, tu fais donc confiance que la banque, elle gère tes fonds, elle gère ton argent pour lequel tu as durement travaillé. Maintenant, on va partir quelques centaines d'années en arrière, où du coup, on ne payait pas encore vraiment avec de l'argent comme on le connaît aujourd'hui. Il y avait l'or qui était, on va dire, monnaie courante. À l'époque, il y avait énormément de gens qui gardaient leur or à la maison, et donc, ils se faisaient régulièrement, ou trop souvent, cambrioler. Il y a des gens qui rentraient chez eux et qui pouvaient réellement dérober les pièces d'or. Il y a du coup un nouveau concept qui avait été inventé à l'époque, le concept de la banque, quelque part, tel qu'on la connaît presque aujourd'hui. Un concept où il y a une société, une entreprise qui dit « Ok, ramenez-moi votre argent, ramenez-moi votre or, et moi, je vais sécuriser cet argent-là pour vous. » Donc les gens ils étaient super contents parce que du coup, ils n'avaient plus à craindre de se faire cambrioler pour se faire piquer leur or. Maintenant, tout leur or était en sécurité. Je mets des gros guillemets. Parce que quand on y pense, en termes de sécurité, la centralisation, c'est pas génial. Ça voulait dire qu'il y avait tout l'or d'une ville qui était centralisé au même endroit. Donc, pour les braqueurs, assez facilement, on imagine bien qu'ils pouvaient maintenant réellement cibler une entité particulière. Ils n'avaient plus à braquer une centaine de maisons en risquant à chaque fois de se prendre un coup de pelle. Ils n'avaient plus qu'à bien préparer leur casse et à cibler une seule entité, à bien l'étudier parce qu'il y avait toutes les richesses d'une ville qui étaient centralisées au même endroit. Donc là, on voit très clairement les dangers qui sont liés à la centralisation. Plus quelque chose est centralisé, plus quelqu'un de mal intentionné peut cibler cette entité et essayer de dérober des fonds, ou en tout cas faire une attaque contre cette entité. Bon, du coup, je te vois arriver, et à juste titre, tu vas me dire, oui mais Marc, ça c'était des choses qui avaient lieu il y a des centaines d'années. Alors oui, c'est vrai, aujourd'hui on ne paye plus avec de l'or, on ne paye surtout plus avec des lingots d'or, en tout cas pas moi. Mais par contre, est-ce que fondamentalement, la différence, elle est vraiment si flagrante que ça? À l'époque, je te le disais à l'instant, tu faisais confiance que la banque sécurise tes fonds et ne fasse pas n'importe quoi avec. Aujourd'hui, la banque, elle a globalement le même discours. Elle te dit, mets ton argent chez moi, à la banque, je vais te sécuriser ton argent. Autrement dit, tu n'as pas d'autre choix que d'accepter. Parce que même si tu disais non, je ne veux pas faire confiance à cette banque-là, comme on l'a dit tout à l'heure, quand tu n'as pas de compte, c'est un peu plus compliqué d'avoir accès au système financier. Donc aujourd'hui, tu es dans une situation où tu dois avoir confiance et que tu n'as pratiquement pas d'autre choix que de faire confiance en ce que fait la banque avec ton argent. Regarde ce qui s'est passé en 2008 avec les subprimes. Les subprimes, ce n'est rien d'autre qu'un événement où des banques ont fait n'importe quoi avec ton argent, avec l'argent des personnes qui déposaient leur argent chez elles. Tu le sais bien, quand toi, tu mets de l'argent sur ton compte, la banque elle-même se sert de cet argent-là pour investir, pour faire des prêts à d'autres. Et là, toi, tu n'as aucune influence sur ce que la banque fait de ton argent. Là aussi, on est dans une situation qui est complètement centralisée parce que c'est quelques personnes au sein d'une banque qui vont décider comment sera placé l'argent, la fortune, l'épargne de centaines ou voire de milliers de gens qui ont de l'argent sur leur compte avec cette banque. Le rapport de puissance, le pouvoir décisionnel, il est hyper concentré sur quelques personnes qui décident sur énormément de personnes.
En résumé, la banque te dit « faites-nous confiance, vos fonds sont en sécurité », mais au final, toi, tu n'en as aucune idée. Tu n'as pas d'autre choix que de faire confiance derrière parce que c'est totalement opaque, tu n'as aucune idée de ce qui se passe avec ton argent. Tu me diras, encore une fois à juste titre, que ça c'est vraiment une vision macro du système bancaire, et tu as raison. Mais maintenant, regardons quand même ce qui se passe à notre niveau, individuellement, donc à ton niveau et au mien. Donc tu travailles, on l'a dit tout à l'heure, pour un salaire, à la fin du mois tu reçois ton salaire, le salaire il t'est versé sur ton compte, donc vu que c'est toi qui as travaillé pour ton salaire, tu te dis à juste titre que tu aimerais pouvoir disposer de ton argent comme tu l'entends. Si tu as envie de le dépenser, tu peux le dépenser. Si tu as envie de faire un virement quelque part, tu dois pouvoir faire un virement. Si tu as envie de faire un investissement quelque part, tu dois avoir la possibilité de faire ton investissement où tu veux. Normalement, tu es d'accord avec moi, personne ne devrait avoir à te dire quoi que ce soit par rapport à la gestion, à l'utilisation de ton argent que tu as gagné avec ton salaire. Maintenant, dans les faits, comment ça se passe? Admettons, tu as une passion, admettons, tu es passionné de voiture. Tu veux t'acheter la super voiture, la super Porsche. Tu as beaucoup travaillé pour avoir ta Porsche, tu veux te l'acheter et tu as trouvé la Porsche de tes rêves qui est quelque part en Allemagne. Bon, voilà. Admettons maintenant, tu as trouvé ta super Porsche quelque part en Allemagne, tu as pris contact avec le vendeur, tu as négocié le prix, voilà, c'est la Porsche que tu veux, vous êtes tombé d'accord sur le prix, maintenant il faut passer au paiement. Pour les sommes comme ça, généralement, tu vas pas les payer en cash, tu vas pas les payer en liquide, mais tu vas faire un virement. Donc tu te connectes sur ton super site de la banque ou sur ton application, tu veux saisir du coup le destinataire, et là déjà ça commence. Le destinataire se trouve à l'étranger, donc tu reçois un message d'erreur quand tu veux saisir le virement en te disant « On ne peut pas créer ce destinataire vu qu'il se trouve à l'étranger, veuillez venir en agence pour créer le destinataire. » Bon, donc déjà là, un premier exemple où toi, tu as de l'argent qui est sur ton compte, c'est le tien, tu as bossé pour l'avoir et tu veux en faire ce que tu veux, pour t'acheter une voiture par exemple. La banque te dit que tu ne peux pas faire de virement sous prétexte que le destinataire, il est à l'étranger. Oui, c'est dangereux de faire des virements à l'étranger pour des raisons de sécurité. Ils vont tout trouver des raisons, et quelles qu'elles soient d'ailleurs. Mais le fait est que quelque part, tu n'as pas la possibilité de te servir de ton argent comme tu l'entends. Déjà, en premier lieu. Bon, admettons, ça te dérange profondément, mais maintenant quand même, tu fais le déplacement, tu vas à la banque, tu vas saisir le destinataire. Donc là, le conseiller te reçoit et tu lui donnes les informations bancaires de ton contact en Allemagne. Et là, en plus de ça, le conseiller va te demander « Mais pourquoi est-ce que vous voulez saisir ce virement ?» Donc, qu'est-ce qui se passe là? Ça peut paraître anodin comme question, mais quelque part, c'est le banquier qui veut savoir pourquoi tu vas faire un virement en Allemagne. Autrement dit, tu dois te justifier devant ton banquier de ce que tu veux faire de ton argent que tu as gagné. Donc là, pareil, on est toujours dans cette notion de centralisation. C'est ton argent a priori, mais quelque part, non seulement tu dois te déplacer pour aller voir le banquier pour saisir le destinataire, mais en plus de ça, tu dois te justifier devant le banquier pour dire, eh ben écoute, j'aimerais faire un virement pour m'acheter une voiture qui est située en Allemagne. Donc c'est encore une fois, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ton argent, c'est toi qui l'as gagné, mais tu n'en disposes pas le plein pouvoir comme tu l'aimerais. Et en plus de ça, il y a une autre chose, et je suis sûr que tu vas savoir de quoi je parle. Quand tu vas voir ton banquier un vendredi après-midi et que tu veux le faire saisir un virement, il va te dire « Ah oui, mais dans tous les cas, le virement il ne partira pas avant la semaine prochaine mardi, parce que le week-end, il n'y a rien qui se passe, et lundi, on ne travaille pas. » Bon. Donc, non seulement tu dois te déplacer chez la banque pour justifier de ce que tu veux faire de ton argent, mais en plus de ça, tu dois attendre 2 ou 3 jours pour que tu puisses enfin faire ton virement pour la voiture que tu veux te payer avec ton argent que tu as gagné. Est-ce que là, vraiment, on ne comprend pas la notion de centralisation? Il y a un pouvoir décisionnel qui est clairement balancé d'un côté plutôt qu'un autre. Bon, je pense que maintenant tu as vraiment largement compris l'idée, mais je vais quand même encore un peu plus loin, vu que dans cette vidéo, on va quand même parler de crypto-monnaie et de blockchain. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ces exemples où il y a des personnes qui ont décidé, parce que ça les intéressait, d'investir dans la blockchain et d'investir dans les crypto-monnaies en particulier? Bon, pour ce faire, ils envoient leurs euros ou leurs dollars sur un échangeur de crypto-monnaies qui leur permet par exemple d'acheter du Bitcoin. Et une fois que la banque a su que le virement avait été fait sur un échangeur pour de la crypto-monnaie, les banques, elles ont unilatéralement décidé de fermer le compte de cette personne pour des raisons XY et notamment pour des raisons d'incompatibilité avec les directives en interne. Donc là, on revient pratiquement sur la discussion qu'on a eue en début de vidéo.
pour dire, eh bien, une fois que tu n'as plus de compte, comment tu fais pour rester dans le système bancaire, pour rester dans le système financier actuel. Du coup, ça nous ramène pratiquement à la discussion qu'on a eue en début de cette vidéo, où on disait, quand tu n'as plus de compte, ou quand tu n'as pas de compte, quand tu n'as pas accès au système bancaire et au système financier actuel, c'est quand même pas facile de travailler et de percevoir ton salaire notamment. Donc ici, encore une fois, c'est la banque, de manière centralisée, de manière unilatérale, qui a pu décider de fermer un compte pour des raisons XY, qui disait que voilà, pour des raisons de directive interne, on n'avait pas le droit d'avoir des clients qui investissaient dans la crypto-monnaie. Bref. J'espère que cette vidéo a pu vous aider à comprendre un peu mieux ce que la centralisation voulait dire dans le système monétaire, dans le système financier. Et c'est là-dessus qu'on va construire pour les prochaines vidéos pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire la décentralisation. Maintenant qu'on a compris ce qu'était la centralisation, maintenant on va comprendre ce qu'est la décentralisation. D'ailleurs, regardez un petit peu autour de vous. Il y a énormément d'exemples où en fait on retrouve cet aspect de la centralisation. Il y en a énormément et je dirais même il y en a tellement que c'est devenu aujourd'hui normal pour nous. On est habitué à ça. Et la blockchain et les crypto-monnaies, c'est vraiment un changement de paradigme qui peuvent encore une fois bouleverser pas mal de choses qu'on a connues ou qu'on connaît encore aujourd'hui. Et c'est justement là le sujet qui sera traité dans les prochaines vidéos. Alors je sais, il y aura les puristes qui vont me dire « Ah oui, mais là, tu as beaucoup trop simplifié, tu as beaucoup trop vulgarisé. » Oui, et c'est vrai. J'ai énormément simplifié certains points, j'ai énormément vulgarisé d'autres points, j'ai même provoqué à certains moments, mais c'était vraiment pour mettre en évidence à quel point nous sommes dépendants du système bancaire aujourd'hui, et pas que, mais on est dépendant de tout un tas de systèmes qui sont centralisés, où le pouvoir de décision est concentré chez quelques personnes ou quelques groupuscules de personnes ou quelques groupuscules de sociétés, pour parfois toutes les populations entières. Pour résumer, on a vu ensemble aujourd'hui ce qu'était une base de données tout court, on a vu ensemble ce qu'était du coup la centralisation, surtout appliquée au système bancaire, on a vu aussi dans ce contexte-là ce que voulait dire l'opacité ou la transparence, ou le manque de transparence d'ailleurs, de ne pas voir ou de ne pas savoir ce qui est fait de notre argent. Donc c'est sur cette base-là qu'on va construire les prochaines vidéos pour comprendre en quelle mesure la technologie de la blockchain peut vraiment révolutionner ces quelques enjeux sociétaux qu'on a vus aujourd'hui dans la vidéo et notamment appliqués au système bancaire, mais pas que. Merci d'avoir passé ce temps avec moi, c'est effectivement un tout nouveau format pour moi, donc si jamais ce format vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir par un petit pouce bleu. Et autrement, si vous avez d'autres remarques ou commentaires ou des sujets que vous aimeriez que je traite dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez à quel point ça aide la chaîne. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo pour discuter cette fois-ci du fonctionnement de la blockchain. Maintenant qu'on a compris ce qu'est une base de données centralisée, on va réellement pouvoir attaquer le fonctionnement d'une base de données qui est décentralisée. Merci et à plus.